L'alimentation, telle qu'on la conscientise aujourd'hui dans nos sociétés, on est d'accord, elle est erronée. Euh, Souvent, l'alimentation qui est censée nous alimenter finit par nous desservir. C'est un fait. Notamment, tu vois, par exemple, des cas de figure très précis auxquels tu as été confronté aussi, c'est quand ton corps va mal et que soudainement tu as une maladie, une grippe ou une défaillance immunitaire ponctuelle, une infection ou peu importe. Tout de suite, ton entourage proche, notamment tes parents, et c'est comme ça que c'est transmis, ton entourage proche te dit ah, mais vite, mange quelque chose pour aller mieux. Alors qu'en réalité, prenez n'importe quel animal dans la nature, la plupart des mammifères en tout cas, si il est blessé ou s'il va mal ou s'il a besoin de se remettre en état, il va s'isoler et surtout la première chose qu'il fait, c'est qu'il ne mange pas. En règle générale. Après, on ne peut pas tous les observer, je ne les ai pas observés moi-même. Mais je pense que chacun de nous pourra l'observer. Simplement, quand on est malade, la plupart du temps, on n'a pas très faim, en fait. Hein, Oui, mais c'est là où je veux en venir. C'est-à-dire qu'il faut arrêter avec cette idée d'entendre, enfin de laisser dire, parce que du coup on laisse dire, et c'est pour ça que finalement ça rentre dans les mœurs. Mais souvent, on dit au gars qui est fatigué et qui est faible, mange vite, tu pourras te relever. Mais ça probablement participera, en plus selon ce qu'il va mettre dans sa bouche, ça va participer à ralentir le son processus processus. de réparation. Parce que finalement, le meilleur moyen de se réparer, au-delà de faire et d'acter, bien entendu, sur certains plans, mais c'est de ne pas avaler des éléments qui puissent participer à l'augmentation, soit des réactions inflammatoires, soit des co-infections. Voilà, le corps peut se réparer de lui-même à partir du moment où on lui laisse la place de le faire. Et c'est très, très, très important. Alors, Oui, puis d'autres... pardon. ce qu'on oublie aussi, c'est que quand on est malade, on est quand même fatigué par la maladie et le simple fait de manger nécessite quand même beaucoup d'énergie pour la digestion. C'est ça, ouais. Et donc, ça laisse moins d'énergie au corps pour se réparer là où il en a besoin. Tout à fait. Parce que l'énergie sera dispersée dans les fonctions de digestion, d'assimilation, dans le système immunitaire en plus qui devra redoubler de vigilance pour pouvoir gérer ce qui rentre et ce qui doit évacuer ou éliminer. Donc, évidemment, ça nécessite beaucoup, beaucoup d'énergie. Donc, il ne faut pas disperser cette énergie quand on va si mal, quand on a besoin de se réparer, dans l'acte de manger, de se nourrir. Le problème, il faudra désapprendre ça, en fait. C'est ça qu'il faut faire. Oui, Il donc faudrait désapprendre ce qu'on a appris. c'est ça, j'avais envie de te dire, tu es en train de tordre le cou à plein d'idées préconçues. Et j'en ai d'autres, hein, et j'en ai d'autres. comment, alors du coup, c'est ça qui est pas évident, c'est comment est-ce qu'on fait quand on se heurte à ces idées-là, aux croyances de chacun qui sont quand même bien ancrées depuis soit une vie ou même plusieurs vies, puisque c'est ce que les parents nous ont transmis, etc. Donc c'est pas évident quand on se retrouve face à un discours appuyé, face à un discours convaincu d'une personne qui va dire mais si, t'es malade, mange quand même un petit peu, tu verras, ça va te faire du bien. Mais comment tu fais pour obtenir un résultat? Tu fais. C'est-à-dire que si tu ne veux pas, évidemment, il faut d'abord en prendre conscience. Mais si tu ne veux pas de quelque chose, tu ne prends pas cette chose-là. Donc, quelque part, tu actes dans l'idée de ne pas prendre cette chose. Alors, évidemment, c'est l'antagonie et le fait d'acter et de ne pas faire, mais c'est simple. Tu ne veux pas te brûler la main, tu ne mets pas la main sur le feu. Bon, voilà. Je reprendrai cet exemple-là qui peut être superposable dans divers domaines, mais voilà, tu ne veux pas. Alors, évidemment, on va te dire mange. Ben non, tu as le droit de refuser. Et comment tu peux savoir que ça va être mieux? Il faut essayer. Essaye de ne pas manger après une blessure, tu verras que tu te répareras plus vite que si tu avais mangé. Ouais. Finalement, c'est peut-être simplement le fait de s'affirmer face à l'autre, évidemment. Ce qui n'est pas évident. Après, en règle générale, ces dogmes sont institués par nos parents. Nos parents représentent l'autorité. Notre papa, notre maman représentent l'autorité dans la famille. Donc, bon, on les écoute, et donc finalement, tous ceux qui sont amenés à un jour prodiguer le même type d'informations que les parents prodiguent, on les regarde comme étant l'autorité suprême, parce qu'on a conscientisé les choses comme ça en étant enfant. En tout cas, dans nos premières années d'enfant. Mais oui, il y a plein de dogmes que je pourrais casser en 5 minutes sur l'alimentation. Ça nous intéresse. Quel autre dogme, par exemple, on pourrait
démanteler, enfin remettre en question en tout cas. On peut rester sur le même plan alimentaire, parce que je vais élaborer... l'idée, c'est quand même de défricher un peu tout ce qui se passe là-dedans, sans briser le cou à trop de... Enfin, je veux pas non plus que certains perdent leurs activités, mais il y a un processus tout simple qui va dans la même tendance qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire que souvent, quand vous avez des collègues qui sont ballonnés, qui sont pas bien, qui sont pas en forme après avoir passé un repas ensemble, souvent, qu'est-ce qui se passe quand on voit Brigitte qui dit à Michel, Michel, ça va? Et Michel, il dit, ouais, je suis un peu fatigué là. Et il est 14h15. Bah, du coup, on lui répond, bah non, mais c'est normal, tu viens de manger. C'est le coup de barre après manger, tout le Voilà. monde Et l'a, c'est normal. c'est devenu normal. Le coup de barre après manger est devenu une réalité. C'est-à-dire que c'est une réalité. C'est-à-dire qu'à force d'avoir entendu cette idée, c'est devenu vrai dans l'esprit de tellement de gens. Vrai et normal. Normal et vrai. Du coup, on reste dans cette idée que c'est normal qu'on soit beaucoup moins performant au travail à 14h15 parce qu'on sort tout juste du resto ou de notre restaurant d'entreprise ou qu'on a mangé notre petit sandwich pas forcément très sain. Et on arrive là, bon, bah voilà, t'es fatigué, oui, tu sais, bah t'as mangé, oui, t'as mangé quoi? Bah j'ai mangé ça, eh bah c'est normal. Attends 16h30, puis tu finiras ta journée à 17h et t'auras rien fait d'après-midi. Mais pourquoi on en est arrivé à ça? Parce qu'on a habitué les gens à se dire entre eux, comme tout un tas d'autres absurderies. On s'est habitué à se dire, ah bah c'est normal, t'as mal, t'as mangé. Mais comment tu peux avoir mal au ventre et être ballonné et être fatigué après avoir mangé? Est-ce que quelqu'un n'a pas réfléchi un jour et s'est dit, je m'alimente, mais je suis fatigué après m'être alimenté. Je m'alimente et je n'arrive plus à faire ce que je faisais avant de m'alimenter. Personne ne se pose la question. Nous donner de l'énergie pour pouvoir nous mettre en activité et nous donner la capacité à faire plein de choses. Alors. Une alimentation permet d'alimenter le corps de l'individu ou la carcasse de l'animal pour qu'il puisse faire quelque chose après. S'il s'endort après avoir mangé, c'est qu'il a mangé quelque chose qui l'épuise considérablement trop et que du coup, vaut mieux pas qu'il mange cette chose-là, ou au moins dans cette quantité. Peut-être que des fois, c'est un trop plein d'aliments qui peut conduire à ça. On voit des animaux faire la sieste après avoir mangé, mais certains animaux. Mais concernant l'être humain, on ne devrait pas se retrouver dans un état de faiblesse après avoir mangé. Une alimentation saine conduit à un comportement sain, que ce soit intellectuel ou psychique ou physique. Et donc, on est bien d'accord. Tu seras d'accord, hein? Si tu mets de l'essence dans une Ferrari, c'est pas pour que la Ferrari, à peine tu la démarres, après avoir mis l'essence, elle broute, et puis elle broute, et puis elle démarre pas. Ou tu fais environ 15 minutes de route, et puis elle cale. Non, si tu mets de l'essence dans ta Ferrari, c'est pour que, c'est pour que tu puisses y aller, quoi. Pour qu'y aller franco. 320 km/h, bah oui, je suis censé les prendre. Pourquoi j'ai mis de l'essence dans ma bagnole? Elle fait 550 chevaux, cette Ferrari. Je suis censé atteindre 320 km/h. Alors pourquoi je le ferais pas après avoir mis de l'essence? C'est là. Pourquoi personne ne réfléchit? C'est ça, c'est qu'il y a bien quelque chose qui est inadapté. Mais simplement, on ne se pose pas cette question de savoir s'il y a un souci ou pas, parce que tout le monde dit, c'est rentré dans les discours de dire, c'est normal que tu sois un petit peu fatigué. Pourtant, tu vois, c'est normal. Alors, tu vois, je reprends l'exemple. L'être humain Ferrari, Lamborghini, Volkswagen, Porsche, tout ça, il faut citer d'autres marques, paraît-il, mais voilà. Pourquoi? Parce qu'en fait, regarde le collectionneur. Le collectionneur de sa voiture, de vieille voiture, une vieille mécanique, bientôt, évidemment, ce que je dis est applicable aujourd'hui, bientôt, il n'y aura plus de moteur à combustion, en tout cas, on fait tout pour qu'il n'y en ait plus. Donc, on n'aura peut-être plus cette même... mathématiquement, ce que j'explique là ne sera peut-être plus valable, mais un collectionneur qui voit que sa voiture est broute, qu'est-ce qu'il fait? Il va vérifier son circuit de carburant. Il va vérifier si le circuit de carburant qui mène du réservoir à ce qui permet la combustion du moteur est propre. Mais pourquoi est-ce que nous, on ne fait pas ça? Du moins, pourquoi est-ce que nous, on ne s'arrange pas pour que le circuit de carburant reste propre? Pourquoi le collectionneur de vieilles voitures ou de voitures modernes redouble de vigilance pour vérifier ses niveaux et vérifier que si le circuit de carburant est propre? Mais c'est pour que son moteur tourne. À chaque fois qu'il a besoin que son moteur tourne, il vérifie, il fait en sorte que ça marche.
Et pour ne pas avoir à trop vérifier, il l'entretient et il met du bon produit, il met de la bonne essence, il met du bon carburant dans son réservoir. Parce que c'est comme ça que son moteur tourne quand il a besoin de l'utiliser. Ça serait une aberration qu'un autre collègue collectionneur lui dise « Ouais, elle brode ta Ferrari ? Ouais. Qu'est-ce que t'as mis dedans ? Ah bah c'est normal, t'as mis de l'essence. Non, mais c'est pas normal. T'as mis de l'essence, elle doit tourner. » Il dira, le pote, il dira ouais, bah peut-être vérifie tes filtres. Bah, avant de vérifier autre chose. Ouais. Tu vois, on peut superposer tellement de choses à cette histoire. Enfin, voilà, l'alimentation, tout ça, blabla. Alors... Et finalement, je pense que si on se pose pas aussi certaines questions, c'est parce que derrière tout ça, il doit y avoir quand même certaines peurs. Puisque le fait de dire aux gens, bah non, t'es malade, mange quand même. Je pense qu'il y a toujours cette histoire de la peur du manque. Je vois bien que ça soit au niveau, donc le fait de manquer d'aliments en étant malade. Il faut surtout pas que tu manges pas. Si tu manges pas, c'est pas bien. Si tu sautes un repas, c'est pas bien. Il y a toujours cette peur du manque quelque part. Et ça se superpose même au niveau des carences alimentaires. Moi, je le vois, je l'ai vécu quand j'ai arrêté de consommer du lait parce que visiblement, ça me posait énormément de problèmes digestifs. Donc j'ai arrêté de consommer du lait il y a quelques années. On m'a très très vite dit, mais tu te rends compte, c'est grave. Tu vas manquer. Et c'est toujours cette notion de manque. Tu vas manquer de calcium. Et donc, si tu manques de calcium, tu te mets en danger et tu risques d'avoir une ostéoporose précoce, etc., etc. Et finalement, je crois que chez tous, ce qui a été instillé de manière insidieuse, c'est la peur. Cette peur du manque. Et on a peur de tout et n'importe quoi aujourd'hui. Oui. Hein ? Et sous prétexte de peur, on n'ose pas expérimenter quelque chose de différent. Après, au-delà de la peur qui s'implémente chez certains d'entre nous, qui ont plus ou moins connu des frustrations, des peines, de la misère. Après, il y a d'autres choses qui s'installent. Alors, curieusement, ceux qui ont connu la misère, ils n'ont pas peur. Mais bon, ils ont moins peur.